Les Sales Executive Solutions pour les continuités numériques. Et Ludovic Thieux, il est Maximo Solution Architect. Messieurs, je crois que vous avez tout préparé. Vous pouvez passer votre présentation. En régie, on va switcher pour passer sur l'ordinateur du pupitre. Et vous avez une demi-heure. Parfait. Est-ce que déjà vous m'entendez bien? Parfait. Donc, bien sûr, on est là avec mes collègues et l'idée, c'est de vous présenter donc, non seulement l'approche prévisionnelle ou prédictive autour de Maximo, et c'est là-dessus qu'on va deep diver. Mais juste avant, je souhaitais simplement repositionner un peu les activités d'IBM et vous donner un peu la nouvelle IBM telle qu'elle est constituée et le périmètre qu'est le nôtre. Alors, il se trouve que IBM s'est recentré très fortement sur ses activités de technologie et aujourd'hui, on supporte nos clients, et notamment dans le monde industriel, au travers un certain nombre de solutions. Une solution dont on a fait l'acquisition en début d'année et qui est assez marquante, c'est l'acquisition d'Envisy, qui nous a permis de retransformer aussi nos activités pour accompagner nos clients dans la transformation digitale liée au développement durable. Donc, on a fait l'acquisition d'une technologie qui s'appelle Envisy et qui nous permet de monitorer l'empreinte carbone, de pouvoir mettre en place des reportings, de suivi et de pouvoir aussi lancer des actions de décarbonisation, tout ça en lien avec nos propres technologies de gestion des assets, de la supply chain, ce que vous voyez ici, ou même bien sûr le Green IT et pouvoir, on va dire, monitorer l'empreinte carbone d'un data center, pouvoir lancer des workloads au bon moment et pouvoir suivre ça de façon très, très précise jusqu'à la neutralité carbone à horizon 2030. Donc ça, c'est un enjeu important et c'est ce qu'on fait avec cette techno-là et sur trois grands sujets. La première, c'est l'agrégation de données. Et ça reste le nerf de la guerre, hein, la manipulation de la donnée. Agrégation de ces données avec déjà 500 types de données différentes qui sont on va dire, packagées dans la solution et qui nous permettent de donner des premiers niveaux de rapports. Et ces rapports, comme je disais, ils sont intéressants bien sûr pour l'interne, pour suivre l'activité, mais aussi pour pouvoir communiquer en externe et suivre aussi les différentes réglementations et conformités. Et bien sûr, le niveau de maturité grandissant, l'idée c'est de lancer des actions et de monitoring de la décarbonisation de nos clients et on les accompagne dans cette dynamique. Le deuxième, et on va faire un deep dive dessus, c'est l'évolution de notre plateforme Maximo vers une suite applicative, Maximo Application Suite, qui offre des capacités bien plus larges que la simple, on va dire, GMAO traditionnelle, que vous pouvez voir en haut à gauche avec la partie manage, que ce soit donc sur la mobilité, sur l'aspect prédictif qu'on va voir là, sur l'aspect inspection visuelle. On a des cas clients intéressants qui le font par drone, font de la capture, acquisition, vidéo, photo, pour pouvoir s'assurer que sur des infrastructures importantes, civiles par exemple, on est capable de détecter des points de corrosion, on est capable de détecter des fissures qui s'agrandissent et de pouvoir lancer des actions correctives juste bien ciblées et pas lancer des chantiers qui sont très coûteux et qui ne servent potentiellement à rien. Mais on va y revenir et Ludovic en parlera longuement. Dans le périmètre qui est le nôtre aussi, et on accompagne nos gros clients industriels sur la partie B2B, données dématérialisées, échange de fichiers, et pour pouvoir faire en sorte de rapidement discuter avec ses suppliers ou avec ses clients et de mettre en place finalement une continuité dans l'échange de données dématérialisées et des fichiers qui nécessitent d'être suivis, et tout ça de façon sécurisée. Et enfin, le dernier point qui est extrêmement important dans vos domaines d'activité aujourd'hui, c'est la capacité à lier la croissance du développement des logiciels et les logiciels embarqués et systèmes complexes, tout en le connectant aux équipements physiques. Donc c'est ce qu'on fait au travers de nos technologies d'ELM qui permettent drastiquement de pouvoir, dans le cadre de gestion de conf, d'exigences, de s'assurer que toutes les le travail de communication et d'interopérabilité entre tout le niveau logiciel et physique est correctement établi et que quand il y a des changements de versionning, ça puisse se faire dans les bonnes dispositions. Voilà les gros chantiers sur lesquels on accompagne aujourd'hui nos clients. Et maintenant, je vais laisser la parole à Eric pour vous expliciter quelques-uns d'entre eux. C'est toi, Ludo, d'abord. Donc, à Ludovic d'abord. Tiens. Merci. Voilà, donc maintenant on va aborder la maintenance prévisionnelle. Qu'est-ce que c'est ?
Donc en fait, le principe de la maintenance prévisionnelle, ça va être d'une part de récupérer donc l'état et les conditions de fonctionnement d'un équipement au travers d'un certain nombre de mesures, mais ça peut être lié aux conditions de l'équipement. Donc par exemple, si l'équipement il est à l'extérieur, ça peut être des informations sur la météorologie. Et on va corréler ces informations d'état avec des pannes. On va avoir des pannes et on va chercher en fait à trouver une relation entre les données d'état et les pannes pour essayer donc d'avoir un modèle reproductible qui puisse nous permettre ensuite, en suivant l'évolution de l'état de l'équipement, de pouvoir prévoir une panne qui va intervenir suivant une échéance plus ou moins longue. Donc ça c'est le principe. Et donc, ce que l'on va chercher à voir, c'est avoir des déviations sur ces différentes mesures, les trouver et ensuite pouvoir définir ces modèles. Donc, pour implémenter de la maintenance prévisionnelle, ce que l'on voit, c'est qu'il nous faut un certain nombre d'informations. Donc déjà, il nous faut ces données d'état, il nous faut un historique de panne et on va passer par une étape d'apprentissage. Donc là, on parle d'un outil mathématique. Et cet outil mathématique, on va donc notre solution a un connecteur qui va nous permettre de récupérer des données qui nous viennent d'horizons divers et variés. Donc on pense bien sûr à de l'IoT, mais ça peut être des données constructeurs, donc avec des mesures sur les équipements que l'on cherche à suivre. Ça peut être donc toutes sortes de mesures et l'objectif ça va être d'apprendre à notre outil et de voir si on a une corrélation entre ces données d'état et les pannes. En fait on s'aperçoit par exemple à titre d'exemple sur un équipement on va avoir une centaine de mesures qui sont collectées et en fin de compte on va s'apercevoir que l'être humain c'est à partir de trois informations qu'on va avoir une panne, mais les pannes insidieuses, donc on est incapable de pouvoir les déterminer. Et avec l'outil, en fait, on va s'apercevoir qu'on a peut-être 2 ou 3 mesures supplémentaires. Et quand on va avoir cette corrélation d'état, on est sûr à 95% qu'on va avoir une panne d'ici 10 jours, 2 semaines. Et donc c'est ça en fait que l'outil mathématique que l'on propose va nous permettre de trouver cette corrélation entre les données d'état et les pannes. Donc ça nécessite un apprentissage. Le cas idéal pour nous, c'est quand un client a 3 années d'expérience, enfin 3 années de données. Et donc il va nous donner les données d'état et les pannes sur l'année N-3, N-2. Et nous, on va faire tourner donc, notre solution sur ces informations et on va chercher à trouver les modèles qui vont nous permettre de prédire les pannes. Et ensuite, pour tester notre outil, on va demander à notre client de nous donner que les données d'état sur l'année N-1. Et on va faire tourner donc, notre outil dessus. Et en théorie, on doit trouver toutes les pannes par rapport au modèle que l'on aura trouvé. Et ça nous permet de valider que notre solution a bien découvert tous ces modèles de panne qui vont nous permettre de prévoir des anomalies. Donc ça, c'est le cas idéal. Maintenant, quels sont les enjeux quand on veut faire du prévisionnel? Alors, ça, c'est notre solution. Donc en fait, on a 2 grands modes au travers de notre solution. On a un mode supervisé, donc où en fait on va faire le travail que je viens de vous expliquer, où on va essayer de corréler les données d'état avec les pannes, et un mode non supervisé, c'est-à-dire que en fait on n'a pas forcément les données d'historique, et dans ce cas-là on va travailler sur les informations et on va rentrer dans un mode d'auto-apprentissage pour essayer de corréler les données de conditions d'état de l'équipement avec les pannes. Donc en fait, au travers de notre solution, on sait déterminer un certain nombre d'informations, donc des prévisions de probabilité de panne, des variables constituant le plus à la panne, contribuant le plus à la panne, les dates estimées de la panne, les détections d'anomalies et les courbes de probabilité de panne. Donc en fait, on a différentes
templates qui sont fournis avec la solution et qui vont nous permettre donc de faire de la maintenance prévisionnelle. Alors maintenant, quels sont les enjeux ? Parce qu'on a un modèle mathématique, on a une solution, ça marche très bien, mais il y a quand même un certain nombre de contraintes. Les contraintes, c'est déjà la quantité d'informations et la qualité de l'information, l'historique aussi sur ces informations. Est-ce qu'on va avoir suffisamment d'informations d'état de l'équipement, mais aussi un historique de panne, parce que si on n'est pas capable de savoir quand on a eu les pannes que l'on souhaite éviter, ben, ça va être difficile de rentrer dans un mode d'apprentissage. Donc là, on est vraiment sur un enjeu fort et sur beaucoup de tests que l'on a cherché à faire, on s'est aperçu qu'on n'avait pas suffisamment d'informations. On avait de l'information, mais pas suffisamment en quantité, pas suffisamment en historique dans le temps, et on ne savait pas non plus décrire quand on avait eu les pannes que l'on souhaite éviter. Donc l'historique de panne est aussi extrêmement important, et il y a aussi une chose qui est importante quand on fait ce travail, c'est que quand on implémente cette solution, nous, on va mettre en œuvre des consultants, des data analystes, des data scientists, et il nous faut des personnes qui vont permettre de nous expliquer les informations que l'on va devoir analyser pour comprendre ces informations et ensuite pouvoir trouver le meilleur modèle mathématique que l'on va pouvoir mettre en œuvre pour faire cette corrélation entre les conditions de l'équipement et les pannes. Donc il est important d'avoir des experts sur les données qui puissent nous aider en fait, à mettre en œuvre notre solution. Donc ensuite, comme on est aujourd'hui dans un domaine plus militaire, on s'adresse aussi bien aux armées mais aussi aux industriels qui font de la maintenance prévisionnelle sur des matériels qui sont utilisés par des forces armées. Il y a aussi un autre enjeu qui est important, c'est la disponibilité de ces informations. Les forces armées ne vont pas forcément donner les informations au fur et à mesure, au fil de l'eau, parce que les matériels sont utilisés dans des lieux où on n'a pas forcément envie d'en faire la publicité, parce que il y a aussi des problèmes de communication. Quand les matériels sont déployés, ils ne communiquent plus comme ils pourraient communiquer en temps normal. Donc là, il y a aussi un enjeu important pour les industriels de récupérer les informations des matériels qui sont utilisés donc, sur le terrain. Donc voilà pour les enjeux les plus importants. Et donc maintenant, on va passer à la troisième partie. Je vais laisser Eric nous parler des cas d'utilisation de notre solution. Merci. Bonjour. Alors, juste pour repositionner un petit peu, Maximo est simplifié aussi. Maximo est utilisé par nos clients pour maintenir leur outil de production ou, comme l'a dit très bien Ludo, pour maintenir un certain nombre d'éléments, d'objets qui sont en œuvre chez leurs clients. Donc, deux grandes familles d'usages. Si on prend le cas de la maintenance de ces objets, de ces navires, de ces matériels, on a beaucoup de références au niveau des armées, aussi bien terre, air, mer, en France, à l'étranger, sachant que l'enjeu pour nous, c'est de fournir un environnement et un écosystème de partenaires. Et vous avez des partenaires qui sont présents avec nous aujourd'hui sur notre stand, qui fournissent des solutions aussi bien en amont sur la partie interface utilisateur que sur la partie données, que sur la partie maquette 3D, que sur la partie jumeaux numériques. Donc on a tout un écosystème autour qui vont permettre de fournir, d'enrichir des solutions adaptées. Si je prends le cas de la partie utilisation de nos solutions pour, par exemple, les ascenseurs, aussi, vous avez Kone qui aujourd'hui a 1 million d'ascenseurs connectés et maintenus par notre solution Maximo.
Donc vous voyez qu'on a aussi des capacités en termes de traitement de volume très importantes. Vous avez un certain nombre de clients qui sont capables de traiter plusieurs millions d'ordres d'intervention par an aujourd'hui avec cette solution. Et vous avez aussi donc des gens comme Sandvik qui utilisent notre solution pour améliorer la disponibilité de ces matériels. Ils ont réussi à améliorer de 10% la disponibilité des matériels qu'ils vendent à leurs clients. Donc c'est vraiment l'objectif. Maintenir, faire de la prévision éventuellement, augmenter le taux de disponibilité, aussi bien d'outils de production que des matériels qui sont utilisés, réduire les coûts. On a des exemples dans certaines armées, alors je ne peux pas vous les citer là, mais où ces armées ont réussi à réduire de 50 à 70% selon les matériels les coûts de maintenance, en augmentant une disponibilité de façon significative de plusieurs dizaines de pourcents. Donc ce sont vraiment ces objectifs qu'on va retrouver chez la plupart de ces clients. Réduction des coûts, augmenter la disponibilité, tout en faisant du prévisionnel, tout à fait. Est-ce que vous avez sinon des questions particulières, des domaines ? Oui, merci. En fait, d'abord merci pour cette présentation. Ma question, j'en ai trois. La première, c'est comment est-ce que vous gérez les faux positifs ? Comment est-ce que vous le réintégrez ? La deuxième, c'est par rapport à l'historique de panne. On sait très bien que dans une GMAO, la source d'entrée et d'alimentation de tout le système, ce sont les comptes rendus d'intervention, et c'est ce qu'on néglige le plus. Et la dernière question, c'est comment est-ce que vous arrivez à capitaliser la connaissance, puisque le système va pouvoir faire du diagnostic, alors en mode non supervisé. Est-ce qu'il y a des possibilités d'explication pour qu'on puisse garder la connaissance dans l'entreprise quand l'expert n'est plus là ? Alors, juste un point sur les faux positifs. Vous entendez faux positifs à travers, par exemple, de l'inspection visuelle ? C'est ça ? Ou une panne ? D'accord. Ok. C'est bon, j'ai le micro ? Non, mais allez-y, tous les micros sont branchés, il n'y a pas de souci. Vous m'entendez ? Oui. Ah, ok. Pour ce qui est des faux positifs, en fait, on va devoir les identifier au fur et à mesure au système pour que, du coup, on rentre dans la partie apprentissage en continu. C'est-à-dire qu'en effet, j'en ai pas parlé, mais une fois qu'on a passé l'apprentissage initial, ensuite, on va rentrer donc dans la supervision des informations d'état pour essayer de retrouver donc les modèles et les modèles et les pannes qui sont associées, et du coup, on va rentrer dans un mode d'apprentissage en continu où on va remettre à niveau notre modèle au fur et à mesure des nouvelles informations. On va peut-être découvrir qu'il y a une nouvelle donnée qui rentre en ligne de compte, et on va trouver un nouveau pattern que l'on va pouvoir utiliser pour faire du prévisionnel, etc. Ensuite, la deuxième question, c'était sur les pannes. Alors c'est en effet, c'est crucial, c'est qu'en fait dans la GMAO, sur un équipement donné, sur une année, on va peut-être avoir 8 interventions. Sur les 8, il y en a 4 qui sont liées donc, au préventif. Donc on a 4 pannes, mais en fait sur ces 4 pannes, il y en a une qui nous est importante parce qu'en fait elle nous a immobilisé le matériel pendant 3 jours, et c'est ça que l'on veut éviter absolument. Et donc il va en effet, on va devoir taguer parmi toutes les interventions, les pannes, celles que l'on souhaite éviter en fait. Et c'est sur l'aspect temporel, c'est donc du coup quand on va avoir cette panne,
Donc on va l'identifier et du coup on va travailler sur les données pour voir l'évolution des données juste avant cette panne pour essayer donc de trouver un nouveau modèle que l'on va pouvoir trouver comme étant reproduit et reproductible donc dans le futur pour prévoir une panne. Et la troisième question c'était ? Oui, alors la troisième question, c'était en effet sur l'apprentissage après du système. Donc, on a en effet un mode donc supervisé au début où on va travailler sur les données pour définir des patterns. Mais ensuite, on a aussi un mode non supervisé. Mais après, quand on lance le système, même en mode supervisé, on va utiliser le mode non supervisé pour continuer à créer donc des nouveaux modèles, à analyser les données. Peut-être qu'on va avoir des nouvelles mesures qui vont apparaître, que l'on va mettre des nouveaux capteurs sur les équipements. Donc on va enrichir et on va analyser donc ces nouvelles informations pour essayer de trouver des nouveaux patterns. Par exemple sur une panne qui est très rare, qui arrive tous les 2 ou 3 ans, mais du coup on va avoir plus de pannes de ce type, ce qui vont nous permettre de trouver un nouveau pattern que l'on va pouvoir utiliser sur l'équipement. Donc du coup, après, on a un mixte du supervisé et du non supervisé qui va se mettre en œuvre. Par exemple, l'exemple Kone, il est extrêmement intéressant parce qu'en fait, Kone, ils ont développé un boîtier qu'ils installent dans les escalators et dans les ascenseurs. Et du coup, ils installent ce boîtier. Ensuite, au niveau du système d'information, ils indiquent quel type d'escalator, quel type d'ascenseur. Et du coup, au début, donc, le boîtier va remonter un certain nombre d'informations, mais ça va juste servir à initialiser le système, à comprendre les usages en fait, de l'escalator et de l'ascenseur, justement pour éviter des faux positifs s'il y a des habitudes qui sont prises sur l'utilisation du matériel. Et ensuite, eh bien, ils vont s'appuyer sur le fait que l'ascenseur il est de telle marque et il est de tel type. Et donc du coup, comme ils en ont déjà des milliers qui sont en fonctionnement, ils ont déjà un retour d'expérience, ils vont pouvoir s'appuyer sur cette base de connaissances et sur ces patterns qu'ils ont déjà découverts sur l'utilisation donc, de ce matériel. Et donc, du coup, ils installent ces boîtiers dans les nouveaux équipements sur lesquels ils font de la maintenance. Et du coup, ça leur donne tout un tas d'informations qui leur permettent de faire de la maintenance prévisionnelle vraiment efficace. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? A priori, non. Oui, si. Allez, ce sera a priori la dernière question, vu le timing. Bonjour, merci pour la présentation. J'avais une question. Est-ce que vous avez un retour sur les différents descripteurs qui permettent finalement de prédire ces pannes-là ? Est-ce que c'est quand même très souvent un descripteur qui est lié au temps d'utilisation, que ce soit au kilométrage, au nombre d'allers-retours d'ascenseurs ou ce genre de choses ? Est-ce qu'il y a vraiment d'autres descripteurs qui sont utiles pour faire ces prédictions-là ou pas ? En fait, il n'y a vraiment pas de règle, il y a vraiment de tout. En fait, on a utilisé notre solution pour des moteurs d'avion. On l'a utilisé pour des énormes machines dans la pétrochimie. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on s'aperçoit que on peut avoir par exemple une centaine de mesures qui nous remontent. Comme je vous le disais tout à l'heure, les experts métiers en connaissent 3 et ils savent que quand il y a 2 mesures, ils savent que la panne va arriver, donc ils arrivent à la prévoir. Et nous, en fait, avec le modèle, en fait, on va en trouver 2 ou 3 complémentaires qui vont en fait permettre d'avoir un énorme enrichissement sur la prévision de panne. Mais il n'y a pas de... C'est vraiment la conjonction de ces 3, 4, 5 mesures et peut-être d'effets météo aussi. On s'aperçoit aussi, on a vu des cas aussi extrêmement surprenants dans une usine de peinture automobile où en fait ils avaient des soucis de qualité de peinture et en fait la météorologie était directement en ligne de compte. Il y avait une réverbération du soleil dans certaines conditions et en fait c'est avec l'outil qu'ils ont compris en fait le phénomène qui
qui était absolument pas... tout était prévu pour se prémunir du soleil dans la cabine de peinture, mais il y avait un effet quand même qui était associé directement à la météo. Donc il n'y a pas de règle. Sachant que, oui, c'est juste une précision, sachant que ça nous arrive assez fréquemment de rajouter des capteurs. C'est-à-dire que même sur des machines, par exemple connectées, qui fournissent un certain nombre de données, comme l'a très bien dit Ludo, les experts, les utilisateurs disent « mais attendez, cette donnée des machines n'est pas forcément pertinente dans le cadre des pannes. Moi, je sais que s'il y a tel événement, et donc on va être amené, on l'a fait chez des clients comme L'Oréal, à rajouter des capteurs spécifiques pour pouvoir avoir cette information qui est la plus pertinente. Parfois, les constructeurs de machines et de robots ne fournissent pas toujours la bonne donnée pertinente. Alors ça, c'est sûr que c'est très pratique dans le domaine général, dans le domaine militaire. Bon, c'est un peu compliqué de coller un Arduino sur un Rafale pour récupérer une nouvelle donnée, mais en tout cas, en dehors du domaine militaire, c'est vraiment très pratique. Oui, bonjour, Pierre Sparassia, Prédict, groupe SNEF. Petite question sur la gouvernance de la donnée. Aujourd'hui, on sait que dans le civil, c'est assez facile de récupérer la donnée. Dans le milieu militaire, c'est très compliqué. Donc, vos systèmes, vous faites comment? Vous la donnez reste chez le client, vous la récupérez pour faire les analyses. C'est un nerf sensible au niveau militaire. Ouais, tout à fait, ça fait partie des enjeux dans le domaine militaire pour l'industriel qui veut faire des analyses sur ces données. On a rencontré, on en a discuté avec beaucoup d'industriels qui ont donc du mal à avoir les données qui leur remontent. Alors il y en a qui remontent naturellement et facilement sur des moteurs d'avion, mais sinon sur des véhicules, les données elles restent un certain temps sur le terrain avant d'être renvoyées. Donc là, il y a une discussion à chaque fois entre les forces et l'industriel pour récupérer les données. Mais c'est sûr que là, dans ce cas-là, le modèle idéal, c'est que en fait, les données remontent à l'industriel pour faire donc les analyses et définir donc les patterns qui vont permettre de prévoir les pannes, mais qu'ensuite, idéalement, il faut que l'outil prévisionnel d'analyse soit embarqué en fait dans le matériel pour pouvoir donner les informations au plus proche en fait de l'usage des matériels. Puisqu'on comprend bien qu'une fois que le matériel il est déployé en opération, en fait, on ne va plus avoir de communication pour envoyer donc les données d'usage. Allez, on fait une exception. Une dernière question. Okay. Merci. Jérôme Guyon, service de soutien de la flotte, Marine nationale. Et je voulais savoir s'il y a d'autres marines qui sont en avance par rapport à nous, qui ont moins de scrupules à partager les données et à faire cette exploitation. Je pense notamment aux Anglais ou aux Américains, où finalement les Français sont plutôt pas mal. Merci. Alors, ils ne partagent pas leurs données avec nous, hein, c'est clair. Ce sont soit des intégrateurs métiers, comme des industriels français ou américains qui traitent le sujet en accord. Mais après, on est quand même souvent sur des systèmes fermés. Donc l'analyse se fait dans le système et si on prend le cas de la marine, l'analyse doit se faire quand les navires rentrent à quai où il y a des transferts de données, puisqu'ils fonctionnent en mode autonome quand ils sont en mission en mer. Mais non, il y a une protection des données qui est forte. Ouais. Ma question ne tournait pas autour de la protection de la donnée ou la vitesse de transfert vers les data centers qui vont en faire l'analyse, mais plutôt, est-ce que vous savez si les autres marines ou les autres armées ont ce type d'activité, sont plutôt en avance par des informations ouvertes? Je ne demande pas à ce que vous partagiez avec nous des secrets que vous pourriez avoir dans le silence des contrats. Oui. Alors, ce qu'on peut vous dire, c'est qu'une très grosse armée utilise cette solution sur des matériels de l'armée de terre, en fait, donc sur des matériels de combat, des chars, etc. Si on se rapproche, si on sort un peu de la partie prévisionnelle, ce que je peux dire, c'est que c'est la même armée, mais sur le côté marine,
En fait, ils sont plus en avance aussi sur la gestion de configuration appliquée à la maintenance. C'est-à-dire donc la configuration appliquée et la configuration applicable pour être sûr que quand il y a une dépose pose de matériel, ça corresponde bien donc, à la configuration du matériel, mais c'est aussi directement lié au fait qu'ils ont des séries donc de navires qui sont plus importantes et du coup qui leur permettent de faire une gestion de configuration. Bon, après, je ne sais pas si votre question elle est spécifiquement sur un point fonctionnel, auquel cas vous pouvez venir nous voir sur le stand et puis on pourra peut-être parler plus facilement. Pour suivre les échanges de manière un peu plus confidentielle, parce que je vous rappelle que quand même tout ça est retransmis en direct sur YouTube, sur la chaîne Innov TV, et ce sera ensuite diffusé et rediffusable, et on pourra profiter des informations que vous nous partagez. Vous vouliez compléter peut-être? Merci. Non, juste un dernier point. Et donc justement, comme Ludo le disait, on vous invite sur notre stand à venir échanger avec nous et compléter. Et vous avez sur vos chaises une petite fiche qui nous permet aussi de pouvoir vous recontacter à votre guise pour continuer les échanges de façon plus approfondie avec des experts qui ne sont pas tous présents aujourd'hui, mais qu'on mettra à votre disposition pour continuer. Voilà. Oui, j'allais le rappeler, c'est très bien, merci beaucoup. Vous pouvez garder le contact avec IBM, vous remplissez cette petite fiche, vous la rendez directement. Et c'est Amélie qui est là-haut, Amélie qui là-bas, récupérera. ou directement sur le stand d'IBM. Merci beaucoup. Merci. Arnaud Delande, Éric Rabérou et Ludovic Thieux pour cette présentation. La maintenance prédictive. Dans quelques instants, on va changer d'univers, on va parler du RCT, de rugby, mais pas forcément comme vous l'imaginez, on va pas parler de sport, mais on va parler de stratégie et on va parler de monde de rapprochement entre le rugby et l'industrie dans quelques minutes.